La saison 2023-2024 de Ligue 1 n'a pas été la meilleure. Beaucoup de joueurs en dessous de leur niveau et d'équipes décevantes. Je me devais donc de réaliser ce mercato parfait de Ligue 1, un club, une recrue. Je l'avais déjà fait l'hiver dernier mais aussi l'été dernier, c'est des vidéos que vous avez adorées. Et c'est surtout l'occasion pour moi de parler de tous les clubs de la Ligue 1, du championnat que j'aime beaucoup, les 18 clubs. On va pouvoir un petit peu analyser tout ça plutôt que de faire une vidéo sur chaque équipe. On regroupe tout ça au sein de la même vidéo. Bienvenue pour ce mercato parfait de Ligue 1, saison 2024-2025. Bon visionnage! Allez, on commence par Saint-Etienne, on va faire un petit peu dans l'ordre du classement de Ligue 1 de la saison dernière et puis on va forcément commencer par les promus qui étaient en Ligue 2. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, vous savez que si vous passez un bon moment, la meilleure récompense pour moi c'est de vous abonner et de mettre un maximum de pouces bleus, mais aussi de me donner votre avis dans les commentaires et potentiellement aussi me donner des idées de club pour les prochains mercato parfaits. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de Ligue 2 cette saison, je pense que j'ai dû regarder 5 ou 6 matchs en tout de Ligue 2, notamment des Girondins de Bordeaux, parce que comme vous le savez j'habite à Bordeaux cette année. Je crois que j'ai vu un match de Saint-Etienne en Ligue 2, mais j'ai aussi vu les 2 matchs contre Metz là pour le barrage, donc pour monter en Ligue 1. J'ai pu donc un petit peu mieux connaître cet effectif lors des 2 matchs face à Metz. Et il y a un joueur moi que j'aime beaucoup qui était en prêt à Saint-Etienne, qui va être ma recrue tout simplement pour cet été. Je décide d'aller acheter Nathanaël Mboukou, un joueur que j'aime beaucoup, sans faire de mauvais jeu de mots, depuis le Stade de Reims. À l'époque, il jouait à Reims, donc c'était l'époque Hugo Ekitike, donc c'était il y a 2 saisons. Désormais, il appartient à Augsburg en Bundesliga en Allemagne, et donc il a été prêté par Saint-Etienne, et c'est un prêt moi que j'ai plutôt bien aimé, même si ça a commencé un petit peu doucement. On peut dire que si Saint-Etienne monte en Ligue 1, c'est aussi grâce à Nathanaël Mboukou, qui a fait un but et une passe décisive lors des 2 matchs donc face à Metz, avec notamment une entrée au match retour totalement décisive, avec cette passe décisive pour marquer le but qui va sceller donc la montée des Verts en Ligue 1. Donc je pense qu'il est peut-être rentré dans le cœur des supporters stéphanois. S'il y en a qui passent par là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est un jeune joueur, un 2002, qui était en équipe de France Espoir à l'époque, qui a même fait les Jeux Olympiques. C'est un joueur qui est plein de potentiel, gaucher et les droits, très dribbleur, très vif, très technique. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et puis, des fois, il faut savoir faire dans la simplicité plutôt qu'aller scouter des joueurs à droite, à gauche. Quand tu as un joueur en prêt qui est performant, autant l'acheter. Et la famille, si je vous montre cette photo de Nathanaël Mboukou, qu'est-ce que vous remarquez ? Je vous laisse 2-3 secondes. Et non, je ne vous parle pas de la célébration, mais je parle du sponsor TheBet, qui est donc le sponsor de cette vidéo, qui est le partenaire officiel de l'AS Saint-Etienne, mais aussi mon partenaire pour cette saison. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que c'est pas la première fois que je vous parle de TheBet. Si vous voulez vous inscrire sur TheBet, donc avec leur nouvelle application, leur nouveau site web, vous pouvez le faire avec le lien qui est en description et avec mon code BR10. Votre premier pari jusqu'à 100 € est doublé en free bet, peu importe le résultat. C'est-à-dire que si vous êtes fan de Saint-Etienne par exemple, vous mettez 15 € sur la victoire de Saint-Etienne, qu'il y ait match nul, qu'il y ait défaite ou même qu'il gagne, dans tous les cas, vous recevrez 15 € de free bet pour pouvoir rejouer et transformer ces free bets en réel argent. Je vous rappelle bien entendu que c'est seulement pour les personnes majeures et responsables. C'est pas parce que vous avez plus de 18 ans que vous êtes en mesure de pouvoir et en capacité de pouvoir parier. Faites attention à votre argent, vous ne deviendrez pas riche avec les paris sportifs. Mais en tout cas, je remercie TheBet encore une fois de sponsoriser cette vidéo et de collaborer avec moi. Et bien entendu, si vous vous inscrivez sur TheBet avec mon code, moi ça m'aide beaucoup financièrement. Donc merci à tous ceux qui le feront. Le lien est dans la description et n'oubliez pas d'inscrire le code BR10. On enchaîne sur le SCO d'Angers qui fait donc l'ascenseur après être descendu en Ligue 2. Il remonte automatiquement en Ligue 1 après une très belle saison en 2e division. Ils ont toujours un buteur que nous on connaît bien, les suiveurs de Ligue 1, Loïs Diony, donc qui a participé à 35 matchs de Ligue 2 pour 15 buts et 9 passes décisives. Alors certes c'est un bon joueur pour la Ligue 2, 15 buts c'est très bien, 9 passes D aussi, mais on connaît Loïs Diony, il n'a jamais fait une saison extraordinaire en Ligue 1, on a compris que ce joueur avait des limites tout simplement. C'est un joueur qui aura 32 ans fin décembre, mais je pense qu'on a tous compris que pour la Ligue 1 ça reste un petit peu léger. Je fais donc le choix de le remplacer, même si attention je garde Loïs Diony dans l'effectif, je pense qu'il peut y avoir une vraie belle concurrence. Je fais donc le choix d'aller chercher un autre joueur de Ligue 2 que j'aime beaucoup, parce que comme vous le savez, du côté des Girondins de Bordeaux, ils doivent trouver 30 à 35 millions d'euros dans les 2 prochaines semaines, sous risque d'être rétrogradés en national. Donc forcément, il y a des belles trouvailles à faire du côté des Girondins. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est le club de Ligue 2 que je connais le mieux parce que forcément, j'étais à Bordeaux cette saison. Je fais donc le choix de recruter le crack slovène Žan Vipotnik. Si vous suivez la Ligue 2, forcément, ça vous parle. Mais si vous suivez l'Euro cet été, ça vous parlera aussi parce qu'il est tout simplement sélectionné avec la Slovénie donc pour l'Euro 2024. Il a 10 sélections et 2 buts avec les Slovènes. Il est estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. Cette saison, lui aussi a mis plus de 10 buts en Ligue 2.
10 buts et 4 passes décisives, en sachant que il n'a pas toujours été titulaire indiscutable, qu'il y a eu ce changement de coach du côté des Girondins dans un club qui est vraiment compliqué, mal géré on va dire, donc c'est pas forcément la meilleure situation pour se développer en tant qu'attaquant, mais c'est un joueur qui pour moi à 22 ans est déjà prêt pour la Ligue 1, qui est déjà prêt pour jouer en première division. Vítpotník c'est un vrai attaquant de surface et c'est ce genre d'attaquant que j'aime beaucoup, c'est les renards des surfaces, c'est les attaquants un petit peu qui sont capables de trouver des petits espaces dans la surface de réparation pour marquer. Voilà, tout ça me fait dire que je pense que Vítpotník peut être un bon attaquant de Ligue 1. Forcément il pourra pas aller chercher des clubs comme Nice, comme Lyon, comme Marseille, mais un bon club comme Angers qui va essayer de se maintenir en Ligue 1, je pense que ça peut être plutôt pas mal pour lui. On arrive du côté d'Auxerre et là aussi on va parler des attaquants, vous inquiétez pas, après on parlera d'autres postes, on va faire vraiment tous les postes possibles. Mais là quand on regarde les attaquants d'Auxerre, donc il y a Florian Hayé qui a marqué 10 buts en Ligue 2, qui a 27 ans. Mais il y a aussi Ado Onaiwu, qui est un joueur qui est assez connu, le japonais, qui a marqué 15 buts en Ligue 2 et une passe décisive. Mais quand je m'intéresse un petit peu plus de près au mercato de l'AG Auxerre, Christophe Pélissier, donc en conférence de presse, a déclaré qu'il voulait un mercato vraiment avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, ce qui n'est pas vraiment le cas de ces deux joueurs. Donc je suis allé chercher un attaquant central qui pourrait être soit super sub, soit titulaire, en tout cas qui pourra apporter une vraie concurrence, qui a énormément d'expérience du championnat puisqu'il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de la Ligue 1. C'est tout simplement Andy Delors qui est libre de tout contrat. Alors vous allez me dire par exemple si vous êtes fan du FC Nantes que c'est une mauvaise idée, mais il ne faut pas non plus sous-estimer Andy Delors, hein. Ce genre de garçon, c'est soit ça se passe très bien, soit ça se passe très mal. Je pense qu'une dernière fois, une dernière chance en Ligue 1, il arrive à 32 ans, il aura bientôt 33 ans en octobre. Dans son dernier club, donc au Qatar, il a fait 12 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. Puis après son contrat a donc été rompu pour raison extra-sportive je crois. Mais en tout cas c'est un transfert qui est gratuit, même si le salaire forcément faudra le payer. Mais c'est un joueur qui est capable de t'amener de la grinta et ça c'est hyper important pour se maintenir en Ligue 1. C'est un joueur qui a énormément d'expérience, il a fait un nombre de clubs en Ligue 1, je crois qu'il a 7 ou 8 clubs en Ligue 1. C'est un serial buteur et je pense qu'il accepterait un contrat d'1 an. Donc voilà, c'est pour ça que je décide un petit peu de choisir Andy Delors à la Auxerre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive sur le club qui a terminé à la 15e position cette saison en Ligue 1, le Havre, qui malheureusement va perdre un petit bijou. Aruna Sangante, le défenseur central, ça y est, on laisse de côté un petit peu les attaquants, on parle des défenseurs centraux. Donc Aruna Sangante va sûrement quitter le Havre cet été. Comment le remplacer? Il n'y a pratiquement aucun suspense sur le fait qu'il quitte le club. Il y a même l'Atalanta qui est très très chaud sur le dossier. On parle de 20, 25 ou même 30 millions d'euros. Ça laisse forcément une belle marge financière pour Mathieu Bonnemer qui est directeur sportif pour réussir à le remplacer. Je fais donc le choix d'aller chercher là aussi un jeune défenseur central pour remplacer Sangante. Même si Sangante c'est un joueur qui avait énormément de leadership, alors on va essayer d'aller chercher un joueur comme ça qui pourra peut-être le remplacer au moins techniquement, peut-être pas dans la vie du vestiaire, etc. Ça viendra avec le temps. Je fais le choix d'aller chercher Soumaïla Koulibaly, le joueur de Dortmund qui était prêté au Royal Antwerp du côté de la Belgique cette année. Il a disputé 17 matchs de Jupiler Pro League, il a été excellent. Il est estimé à 6 millions d'euros et apparemment le Borussia Dortmund ne compterait pas vraiment sur lui pour la saison prochaine, même si ça dépend aussi de la situation de Mats Hummels. Ça dépend si Mats Hummels prolonge ou s'il prend sa retraite. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer du côté de Koulibaly. C'est un joueur que moi je connais un petit peu bien parce qu'il est formé au Paris Saint-Germain, c'est un titi du PSG. Son contrat va jusqu'en 2026. Alors je pense qu'un prêt avec une option d'achat obligatoire en cas de maintien pour le Havre, ça peut être un beau compromis. Peut-être pas forcément l'acheter, mais voilà, si tu viens et qu'on se maintient, tu restes. Si on descend en Ligue 2, tu repars à Dortmund et tu pourras te trouver un club en première division quelque part. Voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal. C'est un joueur qui est technique, qui est grand. Il y a l'argument Mathieu Bonnemer aussi, donc qui est un peu un joueur du Paris Saint-Germain qui a pu être le faire rêver peut-être quand il était petit. C'est forcément le directeur sportif du Havre, donc je pense que ça peut compter aussi dans la balance, forcément dans les négociations. Quand tu parles avec un ancien joueur de ton club de cœur, forcément ça te donne plus envie de venir jouer que si c'était un mec lambda. On est bien d'accord qu'il pourra pas remplacer Sangante en termes de qualité footballistique dès le départ, mais c'est un joueur à faire mûrir, à faire grandir, et peut-être qu'il deviendra un très bon défenseur de Ligue 1 avec un peu de patience. Pour la 14e place du FC Nantes, là je vais pas m'éterniser tout simplement parce que j'ai fait une vidéo complète sur le mercato parfait du FC Nantes, et donc je vous avais dit que pour moi Mohamed Cham est vraiment le joueur qui correspondrait très bien au manquement on va dire de l'effectif du FC Nantes. Ça pourrait vraiment devenir le nouveau Ludovic Blas. Après Mohamed Cham c'est tellement un joueur que j'adore, le joueur de Clermont, et je pense vraiment qu'il pourrait intégrer un bon nombre de clubs de Ligue 1. À part le PSG, je le vois vraiment possiblement devenir un titulaire après quelques mois dans tous les clubs de Ligue 1. C'est un joueur qui est super bon. Voilà, je vais pas vous spoiler tout le mercato parfait du FC Nantes. Il y aura le lien à la fin de cette vidéo là si vous voulez aller voir ça. Et je vous remercie encore une fois pour vos retours sur cette vidéo. Il y a eu plein de pouces bleus, plein de commentaires et plein d'abonnements et ça m'a fait vraiment très plaisir. Concernant la 13e place, le RC Strasbourg, je suis allé chercher peut-être le remplaçant on va dire de Kevin Gamero qui a décidé donc de quitter Strasbourg, l'enfant du club qui est donc passé par le Paris Saint-Germain. C'est un joueur que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit même.
Kevin Gamero, je vais essayer de le remplacer par un autre Parisien, mais dans un profil totalement différent, puisque je vais chercher Ilyes Ousni, le crack du Paris Saint-Germain, qui, comme vous le savez si vous suivez le PSG de près, a été prêté donc à Al Sadd, donc au Qatar cette saison. Malheureusement, ça s'est très mal passé pour lui. Rupture des ligaments croisés. Et apparemment, le Paris Saint-Germain ne compterait pas vraiment sur lui et aimerait soit le prêter, soit le vendre. Alors, je pense qu'avec un coach comme Patrick Vieira, qui n'est pas forcément un coach que j'aime beaucoup, mais qui est plutôt bon avec les jeunes, il a d'ailleurs même entraîné les jeunes de Manchester City à un moment, il a vraiment cette pédagogie avec les jeunes. Alors je pense que pour Ilyes Ousni, ça peut être un nouveau challenge, parce que voilà, son prêt, comme je l'ai dit, au Qatar, s'est très mal passé avec sa grosse blessure. Je pense que être dans un club de Ligue 1 sans avoir un statut de titulaire et apprendre aux côtés de bons joueurs et d'être dans un projet Blueco en plus, parce que comme vous le savez, Strasbourg a été racheté par Chelsea, donc forcément c'est un club ambitieux. Je pense que ça peut être très bien pour toutes les parties. Il coûtera vraiment pas cher. Je pense qu'à 2, 3, 4, 5 millions d'euros, tu peux te permettre d'avoir Ilyes Ousni en prêt avec une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Je pense que ça peut être vraiment un bon deal pour tout le monde. On arrive sur la 12e place et donc Montpellier, mais on va aussi parler de Strasbourg parce que je vais prendre un jeune joueur, donc Wissem Boussaïd, qui joue actuellement avec les U19 de Strasbourg. Apparemment, dans le championnat national U19, il explose tout. C'est un des meilleurs joueurs, même contre le Paris Saint-Germain, il a été excellent. Contre Marseille aussi, contre Lyon, il est à 22 matchs, 11 buts et pas mal de passes décisives qui n'ont pas été répertoriées malheureusement sur Transfermarkt. Mais selon les observateurs du joueur, c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives aussi. De ce qu'on lit dans la presse, son agent n'arrive pas à se mettre d'accord avec Strasbourg et donc il y aurait d'autres clubs de Ligue 1 qui lui feraient les yeux doux pour lui proposer son premier contrat professionnel. Moi, je fais le choix donc de l'envoyer à Montpellier. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ailier droit virevoltant, très rapide, très technique et donc qui marque énormément de buts. C'est un petit peu ces ailiers nouvelle génération qui jouent sur le côté mais qui repiquent vraiment dans l'axe. Alors voilà, moi je pense qu'un club comme Montpellier, un club familial pour les jeunes joueurs, il n'y a rien de mieux. Tu arrives dans un club où vraiment chacun a son mot à dire, où tu n'es pas vraiment une pièce parmi tant d'autres. C'est dans un vrai club familial où il y a une ambiance, un vrai projet sportif, un vrai projet club avec plein d'autres jeunes joueurs. Et franchement, pour se développer, il n'y a rien de mieux. On attaque la 11e place pour le TFC. Les Violets vont devoir remplacer Logan Costa, le défenseur central, qui est très apprécié par beaucoup de clubs à l'étranger. Et le TFC serait d'accord pour le vendre à minimum 12 millions d'euros plus des bonus. Donc voilà, ça serait plutôt une belle vente parce que Logan Costa, c'est un bon joueur. Mais bon, 12 millions d'euros pour Logan Costa, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un joueur qui est un bon joueur de Ligue 1, mais je le vois pas non plus comme un crack de fou furieux. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien vendu. Donc il va falloir aller le remplacer, aller trouver un autre défenseur central pour Toulouse. Moi, j'ai fait le choix de Kevin Dix. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est un joueur donc, qui joue à Copenhague. C'est un joueur un petit peu que j'ai scouté, que je suis allé trouver et que je trouve qui a beaucoup de potentiel. Il est estimé à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Il a 27 ans, il fait 1m86 et il est donc néerlandais. Il était dans l'équipe nationale des Pays-Bas jusqu'à ses 21 ans, mais il n'a jamais été sélectionné avec les A. Et cette saison avec Copenhague, il fait une très belle saison. Il est très technique pour un défenseur central, ça j'adore. Dur sur l'homme comme il est nécessaire en Ligue 1 dans un championnat très physique. Et c'est un joueur qui est en pleine progression. Si on regarde un petit peu sa courbe de Transfermarkt, vous voyez que c'est assez linéaire et que de club en club, parce qu'il a une expérience en Serie A à la Fiorentina, à Empoli, et là il est désormais à Copenhague dans un club on va dire historique du football. Voilà, il progresse, sa valeur est donc estimée actuellement à 3,5 millions d'euros. Avec Copenhague, ils n'ont pas réussi à gagner le titre, ça a été Midtjylland qui a gagné le titre cette saison. Copenhague a fini 3e seulement à 4 petits points, et comme je vous l'ai dit, Kevin Dix a vraiment fait une belle saison, et d'un point de vue statistique, si on compare à Logan Costa, vous voyez qu'en termes de visuel, c'est assez proche. Donc Logan Costa est en bleu, Kevin Dix est en vert, mais vous voyez que c'est des graphes qui sont assez proches, même si Logan Costa est peut-être meilleur défensivement avec cette note de 78 sur 100 alors que Kevin Dix a seulement 71. En termes de passes décisives, Kevin Dix en a fait 5 pour un défenseur central, c'est tout simplement énorme, mais ça s'explique parce que il a tout simplement une qualité de passe très très forte. Kevin Dix, donc c'est un défenseur central très rugueux, mais qui est capable de t'amener du danger dans la surface adverse. C'est donc pour ça que je l'ai choisi pour remplacer Logan Costa à Toulouse. On arrive sur le Stade Rennais qui a terminé à la 10e position cette saison, qui a été un petit peu une grosse déception pour moi, mais qui arrive là cet été au Mercato avec plein de nouvelles ambitions encore une fois, et cette fois-ci avec un nouveau directeur sportif, Frédéric Massara, qui a notamment à son actif le fait d'avoir été l'ancien bras droit de Paolo Maldini du côté de l'AC Milan, et on sait qu'à Milan ça a très bien recruté sur les dernières saisons, et apparemment cet homme n'y est pas pour rien. Mais franchement, je lui souhaite vraiment bon courage parce qu'avec les résultats très décevants, forcément il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir et aller jouer l'Europe. T'as Kalimundo apparemment qui est pisté par la Roma pour remplacer Lukaku, t'as Martin Terrier qui apparemment serait sur le départ, mais t'as aussi Amin Gouiri qui est pisté par Leverkusen et par Leipzig. Alors forcément, en voyant tout ça, on se dit qu'il faut aller chercher un attaquant. Au vu du nouveau directeur sportif, je me suis dit que j'allais voir du côté de la Serie A, mais je me suis dit qu'il y avait 3 critères à prendre en compte pour aller chercher le nouvel attaquant du Stade Rennais. Le premier, c'est le caractère, parce que cette équipe manque de caractère, manque, on va dire, d'un leader dans les moments décisifs.
Il y en a 2, 3 peut-être, mais il en faut encore plus. Manque aussi de folie, encore plus avec les départs potentiels de Désiré Doué, Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Martin Terrier. Il faut ramener quelqu'un qui mette un peu de folie dans cette attaque et qui est capable de mettre des gestes un petit peu sortis de nulle part. Et forcément, le troisième critère pour un attaquant, qui est un des critères les plus importants, c'est le sens du but. Avoir toujours un joueur de renard des surfaces qui est capable de mettre le pied ou l'orteil ou la tête, le genou, le coude pour mettre des buts et pour pouvoir qualifier son équipe en Coupe d'Europe. Il te faut un numéro 9 comme ça. C'est pour toutes ces raisons que je suis allé chercher Matteo Retegui. Normalement, ça vous parle un petit peu parce qu'il est tout simplement donc en équipe d'Italie. C'est ce joueur donc argentin, italien qui a fait le choix de jouer pour la Nazionale, donc qui est actuellement au Genoa depuis une saison. Et au Genoa, ça se passe pas très bien, 11e du championnat, la saison un petit peu décevante, un petit peu comme le Stade Rennais. Il a fait 29 matchs, 7 buts et 2 passes décisives. Il a perdu sa place de titulaire avec la sélection italienne puisque c'est Scamacca qui a fait une très belle saison à West Ham, qui est donc le nouvel attaquant principal. Mais je pense qu'à l'Euro, il peut faire vraiment de belles choses, Matteo Retegui. Alors moi, si j'étais le Stade Rennais, je le recruterais avant le début de l'Euro parce que je pense que sa cote peut vraiment flamber en cas de doublé, triplé ou de but décisif pendant cet Euro. Il y aura plein de clubs qui vont s'intéresser à lui. Moi, en tant que directeur sportif du Stade Rennais, je recruterais Matteo Retegui avant l'Euro 2024. Concernant la 9e place et le Stade de Reims, cet été, il faudra remplacer Younes Abdelhamid qui a annoncé son départ. Il a dit que le club ne lui avait pas proposé de prolonger son contrat. Malheureusement, ce joueur qui je trouve personnellement excellent va quitter le Stade de Reims le 30 juin dans 2 semaines. Il a pourtant fait encore une fois une excellente saison. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait depuis 2017 à Reims. Mais voilà, il l'a dit, mon histoire avec Reims va s'arrêter. Mon avenir avec Reims va s'arrêter en fin de saison. Le club m'a indiqué que je ne serai pas prolongé. Nos chemins vont donc se séparer. Voilà, c'est un petit peu triste, mais bon, il y a encore des défenseurs que j'aime beaucoup à Reims, comme Emmanuel Agbadou, qui est super bon et que je trouvais un petit peu sous-estimé en Ligue 1. C'est un défenseur qui a plein de potentiel. Mais je vais quand même chercher un autre défenseur, un joueur qui appartient à Liverpool, qui se fait prêter d'année en année. Il en a marre apparemment de se faire prêter, il l'a déclaré dans la presse. Il cherche un club pour avoir un vrai projet club. Il était du côté de Mayence cette saison. C'est tout simplement Sepp Vandenberg, un défenseur qui est vraiment très bon en Bundesliga, estimé à 12 millions d'euros, 33 matchs de Bundesliga cette saison pour 3 buts. Voilà, c'est intéressant d'avoir un défenseur central qui est capable de marquer des buts comme Younes Abdelhamid. C'est un des seuls joueurs du côté de Mayence qui a répondu aux attentes parce que Mayence cette saison, ça a été un petit peu compliqué. 13e place, ils sont pas passés loin de la relégation. Mais lui, Vandenberg, il a vraiment fait une belle saison. Quand on regarde un petit peu ses statistiques détaillées, vous voyez que défensivement, c'est impressionnant. C'est pas un joueur qui va tacler, il fait seulement 1,20 tacles par match. En termes d'interception, de bloc, de récupération, de duels aériens gagnés, bah voilà, c'est choquant. Moi, quand je regarde les duels aériens gagnés, il en gagne 5,42 par match. C'est tout simplement incroyable. Que va faire Liverpool avec lui? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont le garder, peut-être qu'ils vont le vendre. En tout cas, lui souhaite être vendu et appartenir à un nouveau club. Alors voilà, si le Stade de Reims est encore ambitieux, parce que l'été dernier, ils avaient fait un mercato vraiment très ambitieux, s'ils veulent faire la même chose cet été, à leur place, je recruterai Vandenberg pour remplacer Younes Abdelhamid. Le joueur parfait à recruter cet été pour l'Olympique de Marseille, c'était compliqué parce que franchement, ils peuvent recruter à tous les postes, à part au gardien où je me suis dit que Paolo Lopez, c'était pas forcément nécessaire de recruter. Mais en défense, en milieu, en attaque, il y a des manquements partout et l'équipe l'a annoncé. L'Olympique de Marseille souhaite se renforcer à toutes les positions et tous les secteurs de jeu. Alors je me suis dit on va analyser un petit peu tout ça. J'ai vu que Conceição était vraiment très proche de s'engager avec l'OM. Sergio Conceição, moi c'est un coach que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut faire énormément de bien à l'Olympique de Marseille. Mais je sais que c'est un coach qui a plusieurs caractéristiques. C'est qu'il aime bien les joueurs polyvalents. Il aime bien les joueurs qui font beaucoup d'efforts, qui sont très généreux, mais aussi qui sont très techniques. Et tout ça, ça m'a fait penser à un joueur. Ça m'a fait penser à David Pereira da Costa, le joueur de Lens, formé à Lens, qui cette saison a disputé 25 matchs, mis 4 buts et 3 passes décisives, qui n'est pas titulaire indiscutable avec le RC Lens, mais c'est un joueur, je pense, qui pourrait correspondre à cette ferveur marseillaise, avec ses dribbles chaloupés, avec tous ses décalages qu'il est capable de faire. Il est capable de jouer dans l'axe, il est capable de jouer sur le côté. C'est un joueur, moi, que j'aime beaucoup. Et comme vous le savez, le RC Lens a des problèmes financiers et se doit de vendre. Je pense qu'il pourrait le vendre 10 millions, Pereira da Costa, et ça permettrait à Marseille d'avoir un joueur un petit peu foufou sur les côtés. Peut-être pour remplacer Ismaïl Sarr sur le côté droit, peut-être pour remplacer Ilman Ndiaye, je sais pas, peut-être pour remplacer Amin Harit. En tout cas, c'est un joueur qui t'offre plein de possibilités différentes. S'il y a des fans de l'Olympique de Marseille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que Pereira da Costa correspond vraiment au jeu de l'Olympique de Marseille sous Conceição. Grosse bombe du côté du RC Lens qui a des difficultés financières. Le club s'est mis d'accord avec Eli Wahi pour le vendre cet été. On parlerait d'un transfert à 25 millions d'euros. Alors voilà, comment le remplacer? C'est un petit peu compliqué parce que le RC Lens n'a vraiment pas de budget. Ils vont devoir vendre pour 100 millions d'euros cet été, donc autant vous dire qu'ils n'ont pas prévu d'acheter des joueurs très chers. Moi, j'ai dû me creuser la tête là, j'ai vraiment pris, je pense, plusieurs heures
à trouver un joueur qui correspondrait peut-être, je sais même pas qui va être le nouveau coach du RC Lens. On parle de Will Steele, on parle d'Habib Beye. Mais voilà, quand tu connais pas le coach, quand tu sais qu'il n'y a pas de budget, c'est vraiment compliqué de trouver un nouvel attaquant. J'ai fait donc le choix de la sécurité en allant chercher un joueur qui connaît déjà la Ligue 1. Je suis allé prendre Ludovic Ayork, qui est un peu en difficulté du côté de Mayence. Comme je l'ai dit, Mayence, ils ont vraiment fait une mauvaise saison. Il a fait 26 matchs pour 2 buts seulement, avec un match sur 2 en tant que remplaçant. Alors qu'on sait que Ludovic Ayork, on l'avait vu à Strasbourg, hein, c'était un super joueur. Il a commencé son aventure en Allemagne, il avait été très bon aussi. Là, c'est vraiment compliqué cette saison. Il a vraiment raté tout ce qu'il pouvait faire. C'est un joueur qui n'a pas réussi à trouver son efficacité, cette confiance de l'attaquant qu'il animait tant en Ligue 1 avec Strasbourg. Voilà, je pense que ça peut vraiment être un profil qui correspond au RC Lens parce que c'est un joueur qui a un petit peu la même mentalité que les supporters. C'est un joueur qui mouille le maillot, c'est un joueur qui fait pas semblant. Et c'est un joueur qui marque des buts lorsqu'il est en confiance. Puis c'est un excellent tireur de pénalty. Ça, c'est toujours intéressant aussi lors d'une saison de Ligue 1. Parce qu'on sait que des fois, tu as des saisons où tu tournes à 10 pénaltys. Bah, ça te fait quand même 10 buts. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des amis lensois qui passent par là. Mais moi, je trouve que Ludovic Ayork et le RC Lens, ça collerait plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que ça serait plutôt un bon choix. Et surtout à moindre coût avec un petit salaire. Parce que comme vous le savez, Lens a vraiment des grosses difficultés financières. Comment remplacer Alexandre Lacazette en cas de départ de l'Olympique Lyonnais? Je vous rappelle qu'il a reçu une offre de l'Arabie Saoudite où ça quadruplait son salaire. Forcément, ça a le mérite de faire réfléchir et donc Lacazette serait en instance de départ. Là, je vais pas vous mentir, je me suis pas creusé la tête, je suis allé prendre un petit peu la facilité. Je choisis Georges Mikotadze qui est un joueur que j'adore et qui, je pense, peut partir pour 20 millions d'euros. Un joueur que j'ai encore envie de voir en Ligue 1. Quand il est parti du côté de l'Ajax, j'étais un petit peu triste. Je me suis dit merde, on le verra plus en Ligue 1. 6 mois plus tard, il est revenu dans l'Hexagone après son échec à l'Ajax. Il a fait vraiment un superbe retour. Il a failli réussir quasiment à lui tout seul à maintenir Metz. 20 matchs, 13 buts, 4 passes décisives, estimé à 15 millions d'euros. Je pense que pour 20 millions d'euros, il pourrait venir. Et c'est surtout une super belle histoire parce qu'à 14 ans, il s'est fait recaler du centre de formation par manque, on va dire, physique. Apparemment, il n'était pas assez grand, pas assez musclé, etc. Voilà, s'il revient à l'Olympique Lyonnais, je pense que lui seul ne pourra pas remplacer Alexandre Lacazette. Il faudra recruter d'autres joueurs. Il ne faut pas croire qu'un seul joueur peut remplacer Lacazette, qui est tout simplement qui a fait une saison encore une fois de folie. Il faudra peut-être recruter un autre attaquant, un autre milieu, etc. Mais bon, je pense que Georges Mikotadze sur le papier, c'est la solution la plus évidente. Il a l'amour du maillot, il est technique, il est très puissant, il marque des buts. Il lui manque juste peut-être les duels aériens où des fois il est un petit peu à la ramasse. Mais voilà, moi c'est un joueur que j'adore et je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, ce serait vraiment un fit de rêve. Quelle est la recrue idéale de l'OGC Nice cet été? Je suis parti sur la piste d'un milieu de terrain parce que Khéphren Thuram va sûrement quitter le club. Il aurait un bon de sortie entre 15 et 20 millions d'euros. Je vous rappelle qu'il y a un an, apparemment, selon les médias, l'OGC Nice aurait refusé 60 millions d'euros de Khéphren Thuram de la part du Paris Saint-Germain. Là, c'est plus que 15 millions d'euros. Je me suis dit, pour 15 millions, 20 millions, qu'est-ce que tu peux trouver? Je suis allé choisir un joueur que j'aime beaucoup, qui n'a pas vraiment le même profil que Khéphren Thuram, qui est un petit peu plus offensif. Avec l'arrivée de Francaise sur le banc de Nice, je pense qu'avoir des joueurs offensifs, c'est assez cohérent. Je suis donc allé prendre un joueur que je suis depuis pas mal de saisons en Serie A, Lazar Samardžić, qui a failli signer du côté de l'Inter Milan l'été dernier, mais malheureusement, son père a tout fait capoter parce que son agent avait négocié 600 000 euros de prime à la signature et son père, au dernier moment, a forcé pour toucher 300 000 euros sur les 600 000. Forcément, l'agent a refusé, donc ça a tout fait capoter. Cet été, il est suivi par le Napoli. On parle d'une offre à 15 ou 20 millions d'euros. Tout comme Khéphren Thuram. Je me suis donc dit que financièrement c'était assez probable parce que Nice ils ont les pépettes, hein, ils ont les sous, le club Ineos, même s'ils veulent pas investir beaucoup, bah c'est un gros groupe et ils ont même Manchester United, c'est un groupe qui a vraiment de l'argent. Pour ceux qui connaissent pas Lazar Samardžić, c'est un joueur qui joue à l'Udinese, qui est pisté par les grands clubs de Serie A comme je vous le disais, qui a disputé 34 matchs cette saison, 6 buts et 2 passes décisives. C'est un 8 ou un numéro 10, c'est vraiment un milieu créateur très technique. C'est un joueur, comme je vous le dis, que je suis depuis pas mal de temps, même à l'époque quand je jouais à Sorare. C'est un joueur que j'avais dans mon équipe et donc je regardais pas mal de matchs de l'Udinese pour le suivre. Cette saison, l'Udinese, c'est très décevant, ça a fini à la 15e position. Je pense que c'est quasiment sûr qu'il va partir cet été. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, c'était passé à ça qu'il aille à l'Inter Milan. Mais voilà, c'est un joueur qui a vraiment de la magie dans les pieds, qui est très technique, qui a une super belle frappe de balle. Et s'il vient en Ligue 1, il pourra tous nous régaler tous les week-ends. Même si pour l'instant, on ne sait pas sur quelle chaîne on regardera la Ligue 1. J'espère qu'on pourra la regarder. Mais en tout cas, voilà, Lazar Samardžić, s'il vient en Ligue 1, je pense que l'OGC Nice, ça serait vraiment une belle opportunité pour tout le monde. Concernant la recrue idéale du LOSC cet été, je suis parti du postulat que pour moi, Zegrova va partir de Lille cet été, même si apparemment le club pourrait le retenir, etc. Lui, il l'a annoncé, il veut partir. Et moi, je suis plutôt de l'école qu'il faut jamais retenir un joueur qui a vraiment envie de partir. Alors voilà, comment remplacer Zegrova, ce gaucher côté droit, ce Robben un petit peu de Wish, qui est un joueur que j'adore. Dylan Bakwa, le joueur formé au Girondins de Bordeaux, qui joue à Strasbourg cette saison, qui a fait une superbe saison. Manque peut-être encore cette efficacité, mais en termes dans le jeu, en termes de dribble, en termes de différence,
Dylan Bakwa, il a fait une superbe saison. 31 matchs, 3 buts, 6 passes décisives, titulaire indiscutable avec Strasbourg. Ça sera compliqué de le déloger, il est estimé à 10 millions d'euros, mais je pense que Strasbourg compte vraiment sur lui. Peut-être qu'une offre à 15 millions d'euros, ça pourrait les faire changer d'avis. Quand on compare avec Zegrova, on peut voir qu'en termes de hitmap, Zegrova est vraiment encore plus collé à la ligne. Et Bakwa aime bien aussi dézoner côté gauche parce qu'il est capable de jouer sur les deux côtés. Mais en termes, on va dire, de couloir de jeu, c'est assez similaire quand même. Donc voilà, Bakwa, c'est peut-être un joueur qui va créer plus de différences, plus de brèches, plus de mèches. Alors que Zegrova, c'est un joueur qui est peut-être plus décisif pour l'instant. Voilà, c'est deux profils qui se ressemblent un petit peu. Et quand on regarde leur graphique de statistiques, Zegrova est en bleu, Bakwa est en vert. Vous voyez que c'est quasiment le même graphe, à part que Zegrova est un petit peu plus technique, avec une note de 75 sur 100, alors que Bakwa a seulement 62. Mais voilà, sinon c'est assez similaire, c'est deux joueurs qui ont un petit peu le même profil et Bakwa il a vraiment un très petit salaire pour un joueur de Ligue 1 de sa qualité, donc je pense que pour lui ça peut être aussi une opportunité d'augmenter son salaire en changeant de club. Ma recrue idéale pour le Stade Brestois, là aussi c'était pas facile parce que c'est un club qui a vraiment pas beaucoup de finances, mais c'est un club qui est en Ligue des Champions cette saison. Mais bon, on va pas s'enflammer, on va pas aller recruter du Virgil van Dijk ou du Marquinhos. On sait que peut-être c'était une saison exceptionnelle pour le Stade Brestois et que là peut-être que leur objectif ça va être le maintien la saison prochaine, on sait pas, ça dépend comment le mercato se passe. En tout cas, une chose est quasiment sûre, c'est que Lilian Brassier va quitter le club. Il est suivi par énormément de clubs à l'étranger. On parle d'une possible vente à 25 millions d'euros et lorsqu'on lit la presse, tout le monde est unanime pour dire que le gros chantier de Brest, ça va être de remplacer Lilian Brassier en tant que défenseur central. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas facile de trouver un joueur qui répond aux attentes de la Ligue des Champions, mais qui rentre un petit peu dans le cadre financier de Brest. Moi, je suis allé chercher un joueur qui s'appelle Kaplan, qui joue à l'Ajax. Peut-être que ça se dit Kaplan, je sais pas. C'est un joueur qui est en situation de remplaçant du côté de l'Ajax. Il a seulement été titulaire 4 fois cette saison. Il a pris part à 11 rencontres de championnat. Il a donc fait une passe décisive pour un défenseur central, c'est toujours pas mal. Mais c'est un joueur qui, l'année dernière, s'était fait les ligaments croisés. Alors cette saison, il est revenu doucement. Il est revenu avec du temps de jeu, en jouant quelques matchs par-ci par-là, quelques bouts de match. Ça lui a fait du bien. Je pense que c'est le moment pour lui de quitter l'Ajax. L'Ajax, c'est un club qui en ce moment est très mal géré. Enfin bref, je pense que pour lui, le challenge de Brest, ça peut être assez intéressant. C'est un défenseur qui est jeune, qui va rejoindre un championnat comme la Ligue 1 qui est supérieur à l'Eredivisie et il va pouvoir découvrir la Ligue des Champions avec Brest dans le stade du Rodourou de Guingamp. Voilà, c'est assez original. Alors voilà, je me suis trouvé ce défenseur de l'Ajax, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ma recrue idéale de l'AS Monaco, là je vous cache pas que c'était très facile pour moi parce que je souhaite faire partir Mohamed Camara pour des raisons politiques que je n'évoquerai pas dans cette vidéo parce qu'on me l'a reproché dans ma dernière vidéo d'avoir parlé de ça. On m'a dit que c'était pas le cadre, etc. Donc j'ai pas envie de vous embêter avec ça, mais en tout cas Mohamed Camara n'a pas voulu prendre part à la lutte contre la discrimination aux homosexuels et à toutes les personnes gays, on va dire. Il avait donc masqué son patch avec du scotch, il a donc pris 4 matchs de suspension. Je fais donc partir Mohamed Camara, et là, un Camara en cache un autre, puisque je décide de recruter Lamine Camara, le joueur de Metz, qui est un joueur que j'adore tout simplement. Peut-être encore plus que Georges Mikotadze. Lamine Camara, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui est infiniment sous-estimé, qui est seulement évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt, mais je vous jure que Lamine Camara est meilleur que Mohamed Camara, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Lamine Camara pourrait signer à Lyon, pourrait signer à Monaco, pourrait signer à Marseille, pourrait signer dans tous les clubs de Ligue 1 à part le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui, selon moi, est encore plus complet que Mohamed Camara parce qu'il t'amène une touche offensive à laquelle Mohamed Camara est un petit peu plus faible. Cette saison, donc Lamine Camara, c'est 1 but, 4 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 avec Metz. Et quand on compare un petit peu les statistiques, donc à gauche quand c'est vert, ça veut dire que Lamine Camara est supérieur dans ces domaines-là. Vous voyez que quasiment dans tous les domaines, Lamine Camara a des meilleures statistiques que Mohamed Camara. C'est donc pour cela que je pense que c'est le remplaçant idéal. Ça se confirme aussi par le graphe. Lorsqu'on met donc Lamine Camara en vert, Mohamed Camara en bleu, vous voyez que Lamine Camara est supérieur à Mohamed Camara en termes de statistiques. Alors voilà, pour toutes ces raisons, je pense que Lamine Camara serait le remplaçant idéal de Mohamed Camara. Puis voilà, j'en ai marre de dire Camara, donc on passe à la recrue idéale du Paris Saint-Germain. Ma recrue idéale pour le Paris Saint-Germain cet été, j'aurais pu vous parler de Bernardo Silva, j'aurais pu vous parler de Bruno Guimaraes, j'aurais pu vous parler de Lenny Yoro, mais non, je fais le choix de vous parler de Julian Alvarez ou Julian Alvarez, prononcez ça comme vous voulez, le buteur de Manchester City qui apparemment ne serait pas fermé au fait de partir dans un autre club. L'Atlético de Madrid est chaud bouillant sur le dossier, mais ils ont été très vite refroidis parce que Manchester City demanderait 80 millions d'euros. Et apparemment, le seul club qui serait capable de payer ce prix pour Julian Alvarez, ce serait le Paris Saint-Germain. Alors forcément, sur le papier, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, moi, ça me hyperait énormément. Julian Alvarez au PSG, même si je suis un gros défendeur de Randal Kolo Muani, de Gonzalo Ramos, pour Julian Alvarez, je vends qui vous voulez. Je vends qui vous voulez, c'est un joueur que j'adore, qui à Manchester City est très très fort,
qui est dans l'ombre d'Erling Haaland malheureusement, mais il est capable aussi de jouer sur le côté, il est capable de jouer derrière l'attaquant. Voilà, c'est un petit peu le nouveau Kun Agüero. Julian Alvarez, je l'adore. Le gros hic dans cette histoire, c'est qu'il n'y a jamais eu de transfert dans l'histoire entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mais comme on dit, il faut une première fois à tout. Si c'est pas Bernardo Silva, ça sera peut-être Julian Alvarez, estimé à 90 millions d'euros. Voilà, une offre de 80 millions d'euros, je pense que ça serait déjà bien. Après, peut-être qu'il y aura un prix Paris Saint-Germain. Parce que, comme je vous l'ai dit, les deux clubs ne sont pas forcément très proches de par leur situation politique. Le Paris Saint-Germain, donc, qui appartient au Qatar. Manchester City, qui appartient aux Émirats Arabes Unis. Deux pays qui sont en conflit politique. Mais apparemment, je ne suis pas spécialiste dans l'histoire, mais apparemment, ça irait mieux depuis quelques années. Alors voilà, pourquoi pas le premier transfert entre les deux équipes. Si Julian Alvarez vient au Paris Saint-Germain, bien entendu, ce serait exceptionnel. C'est un buteur qui est tout simplement trop fort. Technique, rapide, efficace devant le but. Il est vraiment exceptionnel. Et je sais que tous les supporters de City aimeraient le garder, puisque voilà, c'est comment ne pas avoir un meilleur remplaçant que Alvarez, c'est tout simplement impossible. Pour moi, Julian Alvarez, il est vraiment titulaire dans toutes les équipes du monde, sauf à Manchester City, parce que forcément, t'as Erling Haaland. Alors forcément, au Paris Saint-Germain, je dirais oui, mais je vais pas vous mentir que la news, ou on va dire la rumeur, j'y crois pas vraiment. J'ai du mal à voir Alvarez quitter Manchester City cet été. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Mais je vous cache pas que pour moi ça reste un rêve et pas vraiment une réalité. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, énormément de travail dessus, j'espère que vous l'avez ressenti. Si c'est le cas, au moins si vous avez passé un bon moment, maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, on accélère, on arrive peut-être vite vers les 30 000 abonnés d'ici 2-3 semaines, ce serait bien. Voilà, merci à tous la famille. N'hésitez pas si vous voulez parier sur l'euro qui arrive la semaine prochaine à vous inscrire avec TheBet, le lien est dans la description, et à mettre mon code BR10. Merci à tous ceux qui le feront, ça m'aidera énormément financièrement pour continuer à développer la chaîne. C'était BR10, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe. Peace!